Donc on est Hein? parti. Ah ah. Ouh. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Salut, rebelle créative. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'assez spécial. Là, je t'emmène en fait en plein milieu d'une aventure. Et c'est l'aventure en fait de Angelina Ossino. Et c'est Angel Sparks. C'est une artiste. Elle est auteure, compositeur et interprète. Et en ce moment, elle est en plein lancement. Mais vraiment, elle le fait à fond là. Et je trouvais ça super intéressant que de lui faire une entrevue en plein milieu de tout ça. Donc, aujourd'hui, on va découvrir un petit peu son histoire. Comment est-ce qu'elle en arrive en fait à avoir cette carrière d'artiste. Et tu vas voir, c'est vraiment spécial parce que c'est pas une carrière comme toutes les autres. C'est pas l'histoire de la jeune nana qui s'est fait découvrir un jour. C'est vraiment elle, comme une vraie rebelle créative, qui crée sa propre histoire, qui crée sa propre aventure. Et tu vas voir comment est-ce que par toi-même, tu peux vraiment réaliser et créer la vie que tu veux. Donc, Angelina. Bonjour Henriette et bonjour Rebelle Créative. Oui, parce qu'Angelina, en plus de ça, elle est sur Rebelle Forum. En fait, c'est comme ça que on s'est rencontrés. C'était sur Rebelle Forum, donc ça fait déjà plus de 6 mois qu'on échange en fait quand même sur nos développements, dans nos projets et autres. Et donc moi, quand j'ai vu qu'en ce moment, tu étais là en plein ce lancement, tu sais, je voyais la première vidéo que tu lançais, la deuxième que tu lançais, je suis ah ouais, elle le fait vraiment à fond. Et puis tu sais, avec le teaser et tout ça. Et donc là, c'est vraiment génial. Donc, tu vas pouvoir nous parler un peu plus de c'est quoi cette campagne et tout ça. Mais avant d'arriver là, moi, je trouve toujours ce qui est intéressant, c'est le processus. Tu vois, on est vraiment ici dans un processus de partage. Et et pour que les autres, en fait, puissent comprendre et voir, en fait, à quel point c'est accessible et c'est faisable, bah, c'est intéressant de voir comment toi, t'es arrivé là. Donc, je regardais un petit peu sur ton site, ta bio, ça expliquait un petit peu. Bon, toi, la musique, ça a commencé très jeune, quand même. Avec un piano que ta mère avait ramené, si j'ai bien compris. En fait, c'est un piano que ma maman avait acheté à l'Armée du Salut. Ouais. C'est un piano vraiment, enfin, déjà c'est un magnifique, vraiment magnifique piano. C'est un vieux piano droit avec encore les touches en ivoire. Ça se fait plus maintenant. Hein. Touches en ivoire, chandelier, et puis il est un petit peu sculpté aussi. Donc déjà c'est une très belle pièce. Et en fait le piano est arrivé à la maison avant que je vienne au monde. Ouais. Donc il était déjà là, il m'attendait en fait. Et très vite j'étais attirée par cet instrument. Je sais pas, il y a eu une alchimie entre nous et quelque chose, et je trouvais fascinant, petite, d'appuyer sur des touches et qu'il y a un son qui sort. Je trouvais ça extraordinaire. Et puis très très vite, après bon, j'ai commencé à... Parce que je jouais, je marchais pas encore, hein. C'est pour ça que je te dis très très tôt. Et au fur et à mesure, en grandissant, je m'amusais à jouer sur ce piano. Je me prenais pour des grands compositeurs comme Mozart, enfin Mozart surtout. Et puis je m'amusais à m'enregistrer aussi. Si je faisais des petites émissions de radio, et puis je jouais sur ce piano, mais sur tout le clavier. Enfin, vraiment, c'était l'éclate totale. Et un jour, ma maman m'a dit Diva, tu voudrais pas prendre des cours? J'ai dit oui. Donc à 9 ans, j'ai commencé une formation classique en fait à l'âge de 9 ans. D'accord. Mais est-ce que c'est ta mère qui écoutait du classique? Parce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui... Moi, je trouve que j'ai pas grandi avec de la musique de Mozart. Étant petite, c'était du Dorothée qui passait à la télé. Non, parce que ma maman, moi, ce que je me souviens de ce qu'elle écoutait, c'était Brel, par exemple, ou il y avait peut-être Brassens aussi. Enfin, tu vois, des chanteurs français. Mais il n'y avait pas forcément du piano qui passait en boucle à la maison. Je sais pas, ça a été, il y a eu quelque chose, je sais pas. Ça devait être là déjà en moi, inexplicable, mais c'était là. C'était là. Voilà, ouais, c'était ça, là. Hein. Ouais. Ça, c'est toujours inexplicable. Hein. On ne sait pas d'où ça vient. Ok, d'accord. Alors là, tu prends des cours. Et puis, si je me souviens bien, tu as aussi été, comment dire, tu as fait une école de musique aussi, conservatoire. Ouais. Donc en fait, j'ai commencé à Genève, il y a 3 écoles de musique. Donc moi j'habitais à Genève à cette époque, là maintenant j'ai changé de canton. Et en fait j'ai travaillé en tant qu'élève donc dans une des premières écoles qui s'appelle l'Institut Jacques Dalcroze. Et j'avais une professeure pendant plusieurs années, je crois à peu près pendant 13 ans. Et moins que ça, 10 ans.
Et avec elle, j'ai fait des cours, donc elle m'a appris la technique classique et j'allais faire mes examens à la fin de chaque année pour pouvoir passer à l'année supérieure. Ouais. Ensuite, elle est arrivée à la retraite, donc j'ai changé de professeur pendant une année. Ça s'est pas très très bien passé parce que tu sais, il y a l'alchimie avec les gens aussi. Ouais. Tu sens, il y a le feeling, et ça passe ou ça passe pas. Et pour moi, la chimie que tu peux avoir avec quelqu'un, c'est très important, encore plus quand tu joues d'un instrument qui te passionne. Mhm. Et tu t'identifies tellement à ce que tu fais qu'il faut que ton professeur, enfin, il faut que ça se passe bien avec, tu vois, c'est Ouais. important. Donc, cette année de transition, elle n'a pas été très très bonne, et du coup, ça m'a permis en fait de changer d'école, Mhm. et je suis passée au conservatoire de musique. Et au conservatoire, donc du coup, j'ai eu un professeur. Alors là, c'était la crème de la crème. Il s'appelle Luis Ascot. C'est un pianiste argentin qui fait encore des concerts en Argentine. Donc maintenant, il n'enseigne plus, mais il est retourné en Argentine. Et ce qui me fascinait, c'est entre les moments, tu sais, quand l'année scolaire se termine et puis tu as 2 mois de vacances, alors il retournait en Argentine à ce moment-là et il faisait des tournées en Argentine et au Brésil. Et moi, je trouvais mais génial d'avoir un professeur qui était tu sais, qui vivait de son art Ouais. pleinement et qui faisait des concerts, et puis je sais pas, il avait une aura, cet homme, pendant les cours. Et je me souviens que les débuts étaient assez compliqués avec lui parce que c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. Ouais, ouais. Et lui, il fait la différence entre le pianiste et la personne. Alors pour moi, c'était pas évident parce que moi, je m'identifiais complètement à la pianiste. Mhm. Donc, du coup, si tu critiques la pianiste, bah, tu critiques la personne. Ouais. Moi, c'était terrible, ça. Et il m'a appris justement à différencier ça. Et pendant les premiers cours avec lui, vu que j'ai repris en fait toute ma technique pendant 3 mois, et les premiers cours, mais je ne te dis pas, il me disait que ce que je faisais, je m'excuse le terme, mais c'était de la merde, que c'était. Ouais. Puis il m'a poussé jusqu'au bout parce que je crois qu'il voulait voir jusqu'où j'étais passionnée, D'accord. Mais jusqu'où comment est-ce que... j'étais passionnée, Attends, tu attends, vois. là j'aimerais te poser une question parce que tu me racontes ça et puis récemment j'avais vu un film qui s'appelait Whiplash qui parle justement d'un mec qui veut être dans un orchestre en fait, il est Mhm. batteur et c'est justement la relation entre lui et l'enseignant en fait qui est en même temps comment on appelle déjà Chef d'orchestre. le chef d'orchestre exactement. Et on ne sait jamais exactement si on doit admirer cet homme qui est tellement difficile et qui pousse tellement fort ce batteur ou Mhm. le détester parce que c'est presque un tyran, tu vois, il l'insulte, il le brise complètement, tu vois, et donc c'est vraiment à ce jeune batteur de s'affirmer. Donc c'est marrant parce que tu me racontes ça et puis ça me fait penser à cette relation et c'est vrai et c'est une question ça. Pour être un artiste, je veux dire, pour vraiment développer tes talents et être poussé au maximum, tu vois, tu parles de cet homme aujourd'hui comme étant quelqu'un qui t'a beaucoup marqué. Ouais. D'accord. Mais est-ce que pendant que tu le vivais, tu vois, parce que là c'est comme avec le recul, tu vois, t'as l'expérience et tout, mais est-ce que pendant que tu le vivais, que tu disais que ce que tu faisais c'était de la merde, ou peut-être que ça marchera jamais, ou j'en sais rien, comment est-ce que tu le vivais à ce moment-là? Écoute, c'est vrai qu'au tout début, assez mal parce que déjà il fallait que je m'habitue à un autre enseignant. Mhm. Il fallait que je m'habitue à une autre façon d'enseigner et à une autre façon de percevoir l'élève Ouais. qu'il avait lui, tu vois. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il me faisait passer une épreuve. Et qu'à ce moment-là, c'était comme s'il me disait, OK, tu veux vraiment être pianiste? On va voir. Prouve-le-moi. Et est-ce Donc, que... je vais être dur avec toi jusqu'au bout et puis on va voir si tu tiens. Et ce qui s'est passé, je me souviendrai toujours, il y a une fois où je me souviens encore, j'étais en train de marcher jusqu'au cours et je réfléchissais et je me disais, mais c'est tellement dur ce qu'il me dit, parce qu'en fait, techniquement, c'est ça qui, pour lui, ça n'allait pas. Parce que à ce moment-là, avec lui, j'ai pas joué mes compositions, puisqu'avec mon ancienne prof, elle me permettait de jouer mes morceaux, puisque je Mhm. commençais déjà à composer. Mais lui, je suis restée vraiment classique. Et, euh, et comme il me remettait toute ma technique classique en cause, Mhm. ça, j'étais un peu... voilà. Et là, je me suis dit, bon,
c'est soit tu es prête à vivre encore des semaines et des semaines à ce régime-là, soit tu laisses tomber. Et pour moi, c'était hors de question de laisser tomber. Ok, d'accord. J'aime trop ça. Et tu sais ce qui s'est passé? Au moment où je me suis dit ça, je rentre dans la salle et la première chose qu'il me dit, il me dit, écoute Angelina, j'ai été un petit peu dure avec toi ces dernières leçons, donc je vais lever le pied. Mais j'espère que tu as compris. Tu vois? C'est vraiment ça, hein, effectivement. C'est vraiment une décision à un moment donné, c'est est-ce que je continue ou est-ce que je lâche? Et peu importe la difficulté. Tu sais, c'est marrant, récemment, je lisais un livre qui parlait justement de ça, il appelait ça les petits tyrans. Tu sais, et qu'on a tendance à ne pas les aimer en général, mais c'est une bénédiction en fait, que de tomber sur un vrai petit tyran dans ta vie, parce que cette personne te pousse à développer une force, ou en tout cas à rencontrer cette force en toi, et après ça, comment dire, tu acquiers en fait cette assurance et cette confiance en fait que c'est sûr, c'est ça que tu veux et tu changeras pas, tu vois. Ouais. Mais ça, c'était l'exemple parfait. Et en fait, à partir de ce moment-là, moi, je me suis sentie un petit peu plus à l'aise. Donc, du coup, j'ai pu encore mieux intégrer ce qui m'apprenait de nouveau et tous ces changements que j'avais à faire parce que j'avais quand même 11 ans de piano derrière moi. Okay. Donc, c'est pas facile de changer en 3 mois 11 ans de technique. Bah oui, c'est énorme ça, parce que c'est des habitudes. Et il m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à un truc tout bête, mais tu joues du piano, tu sais savoir où sont les muscles de tes doigts. Et ben c'est lui qui me l'a appris. Pourtant, ça faisait 11 ans que je fais du piano. Mais ça m'avait pas... Moi, je m'étais pas posé la question et mes professeurs ne m'en avaient pas parlé. Et c'est le seul qui m'a fait prendre conscience, il m'a dit, quand tu joues du piano, en fait, il me disait, tu connais la famille Adams, la série télé, tu sais la famille Adams. Il me dit, tu connais cette série? Je dis oui. Il me fait, tu vois la main? La famille Adams. Il me fait, quand tu joues du piano, tu es la main. C'est-à-dire que le reste du corps, il m'a appris en fait à détendre le reste de mon corps et de me concentrer. Et il m'a fait, voilà, il m'a aussi appris à travailler avec mon cerveau, en fait, avec mon esprit, avec ma tête. Et puis de placer mes doigts et de vérifier chaque position de doigt avec mon esprit et d'avoir cette concentration au niveau du corps. Et ben tu sais, à partir du moment où j'ai réussi justement à m'approprier cette technique-là, je pouvais jouer 3 heures de piano sans avoir mal nulle part. Ah, c'est incroyable. Alors souvent, au bout d'une heure, j'en pouvais plus. J'avais mal au trapèze, j'avais mal au dos, ça me tirait dans la nuque, j'en pouvais plus dans mes bras, j'étais pas bien, il fallait que je m'arrête. Et avec lui, je pouvais jouer 3 heures sans aucun problème. Donc c'est une bénédiction en fait. Cette rencontre-là, ce travail avec cet homme-là, ça a été mais une vraie bénédiction, vraiment. Et c'est vrai que c'était dur sur le moment, mais l'apothéose pour moi à la fin de cette année, cette première année avec lui, c'est qu'au moment de passer l'examen de fin d'année, il m'a fait jouer, tu sais, la sonate au clair de lune de Beethoven, le premier mouvement. C'est le plus connu, c'est le plus joué. Et généralement, tu présentes ça à un examen, je pense que les jurés l'ont déjà entendu, mais des milliers de fois. Généralement, c'est le morceau où si tu le joues pas très bien, ça devient très très vite ennuyeux, ça devient... Voilà. Et avec la technique qu'il m'avait apprise et tout le travail qu'on avait fait ensemble, j'ai joué ce premier mouvement. Et à la fin de l'examen, le juriste me regarde et me dit « Mademoiselle, vous m'avez fait aimer la sonate au clair de lune. » C'est qui écoute, là je trouve ça intéressant. Donc là on a posé le décor, on voit un peu comment est-ce que la musique entre dans ta vie, comment tu deviens interprète. Là maintenant j'aimerais savoir un petit peu au niveau du parcours humain, comment tu vis ça? Parce que là d'accord, tu es une artiste, tu découvres, tu aimes la musique, tu es capable de composer, d'écrire, de jouer, tu deviens de mieux en mieux, tu apprends à travailler avec un professionnel. Mais au milieu de tout ça, est-ce que tu es en train de te dire, c'est ce que je vais faire de ma vie? Ou est-ce que tu le vis comme un hobby, quelque chose qui te plaît, mais ce ne sera pas ça ta vie? Non, c'est ma vie. Non, je crois que j'ai su très très vite que ce serait ma vie. En plus, toutes mes études ont tourné autour de la musique parce que j'ai fait... en Suisse, on appelle ça la maturité. Ça correspond au baccalauréat en France, mais en Suisse, on appelle ça la maturité. J'ai fait une maturité artistique musique. Donc déjà, dans mes études, j'ai choisi une filière musicale. Ensuite, pour trouver un métier,
J'ai fait des études au conservatoire pour devenir prof de musique. Ok. Donc, quelque part, si tu veux, mon métier, prof de musique, donc je gagne ma vie en enseignant la musique à des élèves qui ont entre 10 et 15 ans. Ouais. Donc, c'est la musique dans les écoles obligatoires, c'est pas dans une école de musique. Donc, ils ont 1 heure ou 2 heures de musique par semaine. Ouais. Et puis, donc, je les fais jouer sur des instruments, je leur apprends un peu les bases du solfège, de l'écriture musicale, on chante, enfin, c'est assez varié. Donc, je dirais que déjà ma vie, en fait, aussi, pour mon travail qui me permet de gagner ma vie, tourne déjà autour de la musique. Donc, ça, c'est une des facettes de ma vie professionnelle. Et puis, l'autre facette de ma vie professionnelle, c'est le domaine artistique. Et c'est vrai que la musique, elle fait vraiment partie de moi, partie de ma vie. Et le fait de commencer à me dire que oui, je pourrais aussi être artiste et puis faire connaître ma musique, ça a pris un petit peu de temps quand même. D'accord. C'est venu très progressivement parce que c'est aussi, il y a une partie aussi où c'est te montrer. Tu sais, tu acceptes aussi de sortir de chez toi et d'aller présenter ta musique au monde. Mais c'est ça en fait, c'est de ça que je veux parler en fait justement parce que je vois bien qu'effectivement tu baignes dans la musique très jeune, tu vois, donc c'est sûr que la musique est comme, elle est très présente, mais c'est ça en fait, c'est à quel moment est-ce que tu te dis justement je vais faire connaître cette musique, donc je vais vraiment me présenter comme artiste au monde en fait, avec ma musique. J'avais déjà un petit peu commencé en 2005, 2006, 2007, par là autour, c'était la première fois où je m'étais dit, ok, je vais essayer de mettre ma musique sur Internet et puis je vais voir ce que ça donne. Donc à l'époque, le site qui fonctionnait très très bien, c'était MySpace. Ouais. Et j'avais mis ma musique sur MySpace, j'avais mis 4-5 morceaux parce qu'au départ, la peur que j'avais, c'était oh, mais si je mets ma musique sur Internet, on va me la prendre. Tu sais, quand tu connais pas trop le système, même si finalement ça peut toujours être le cas maintenant, mais il y a toujours une peur quand tu connais pas, il y a toujours une appréhension. Et puis à un moment donné, je me suis dit mais si je veux quand même savoir ce que ma musique a comme effet sur les autres, bah, je vais bien être obligée de la sortir de chez moi. Et Internet, c'est quand même un outil extraordinaire pour pouvoir... imaginer que ta musique puisse être écoutée à l'autre bout de la planète. Sans Internet, c'est un petit peu compliqué. Et donc, je mets ma musique sur MySpace. Et tout d'un coup, je vois que ça prend. Enfin, j'ai beaucoup d'écoutes par jour. Et ce qui me surprend le plus, c'est que je commence à avoir des gens qui apprécient ma musique et écoutent ma musique depuis les États-Unis. Moi, j'habite en Suisse. Eux, pour moi, c'est l'autre bout de la planète, tu vois. Et je trouvais ça génial. Et c'est là où l'idée de faire un album a commencé à mûrir. Okay. Voilà. Là, ça a commencé à mûrir. Je me suis dit, il serait peut-être temps que tu t'y mettes. Ouais. Mais il y avait quand même toujours quelque chose qui me freinait. J'arrivais, si tu veux, toute la partie création, aucun problème. Même l'idée d'aller après en studio pour finaliser toutes ces créations, aucun souci. Ouais. Mais j'arrivais pas à aller plus loin. Est-ce que tu sais ce qui bloquait? Je pense, avec le recul maintenant, je pense que c'est le fait parce qu'au moment où tu présentes ta musique au monde, quelque part, ben, tu dois la suivre. Donc après, tu te présentes au monde aussi. Ouais. Et je pense que ça, c'était quelque chose d'un petit peu effrayant. Ouais. Et je pense que c'était ça qui me freinait le plus. Ouais. D'oser me montrer, d'oser dire, ben oui, c'est moi qui compose ça. Et parce que je ne savais pas trop non plus comment ça se faisait, comment on procédait, qu'est-ce que ça impliquait. Et j'étais peut-être pas encore non plus assez mûre intérieurement pour savoir exactement... qu'est-ce que je voulais transmettre aussi avec ma musique, comment est-ce que je voulais me présenter, quel nom choisir aussi. Enfin, tu vois, il y avait plein de questions qui, à ce moment-là, restaient encore sans réponse. D'accord. Et, ok, d'accord. Parce que là, je veux dire, par rapport à on va dire ça, par rapport à la musique ou je pense n'importe quoi d'autre, à un moment donné, si tu veux effectivement que ça marche, en fait, tu dois te positionner à côté de ce que tu crées, tu vois, peu importe ce que c'est. Et dans ton cas, comme tu dis, tu ne savais pas vraiment encore exactement quel était ton message ou comment te présenter ou comment ça marchait.
effectivement, il y a ce point d'interrogation, mais est-ce que c'est vraiment tout ce qui te faisait peur par rapport au fait justement de te présenter? C'est difficile de répondre Ouais, parce qu'il devait certainement y avoir d'autres choses encore derrière aussi que je ne soupçonnais pas et que peut-être maintenant sont passées, tu sais, un peu ouais, comme ça, sans crier gare et puis que maintenant pour moi c'est plus un souci, mais que c'est passé tellement comme ça que j'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. d'accord. Et puis il y avait aussi le souci de me dire bon bah avec qui je fais ça? Mm. Parce que tu vois, quand tu parles d'artistes, généralement, il y a une grosse équipe derrière aussi, avec tous les artistes qu'on nous présente. Et puis, moi, j'aime travailler avec les gens, mais j'ai besoin de sentir qu'il y a un vrai feeling avec la personne avec qui je travaille et il y a un vrai partage et que de sentir aussi que, tu sais, ma musique, c'est vraiment une partie de moi, c'est comme un bébé, tu vois, donc tu refiles pas ton bébé à n'importe qui. Ouais. Et tu as besoin d'avoir une pleine confiance en la personne avec qui tu vas partager ce travail-là. Mhm. Et, et en fait, à ce moment-là, j'ai pas rencontré ces personnes-là. D'accord. Puis justement, quand tu parles de... Je reviens un petit peu en arrière, tu parlais justement, tu n'étais pas sûre du message et de ce que tu voulais transmettre. Là, aujourd'hui, quand tu écris et quand tu partages, c'est quoi maintenant, en fait, le message? Qu'est-ce que tu cherches à transmettre? Hmm. Alors, écoute, moi, j'aime travailler avec les émotions. Mhm. Donc, c'est aussi, je dirais, là, j'ai une phrase qui vient, c'est laissez vivre vos émotions. Tu vois, la musique, c'est un vecteur d'émotions incroyable. Mhm. La musique, elle a vraiment un pouvoir sur nous. Mets-toi dans la situation, tu vois, t'as un moment de blues, puis t'as besoin de pouvoir vraiment verser les plus de larmes possibles pour te libérer de tout ça. Tu Ouais, te mets une musique qui te fait bien pleurer. Et ouais, comment ça se fait que cette musique-là te fait pleurer? C'est la musique qu'il faut pour cette circonstance-là. Après, t'as un moment où t'es folle de joie, t'as envie de sauter dans tout ton appart, tu te mets une musique qui va amener cette vibration-là autour de toi, et puis t'auras mhm. qu'une envie, c'est de sauter chez toi pendant des heures. Et je me dis, mais ma musique, en plus, c'est comme ça que je la compose. Moi, je la compose vraiment avec l'émotion pure. Enfin, j'essaye en tout cas. C'est authenticité et émotion. Voilà. Mon message global, c'est ça. C'est un partage authentique des émotions. Mais c'est quoi ton rapport alors aux émotions? Ton rapport personnel aux émotions? Parce que quand on cherche à partager quelque chose ou à transmettre quelque chose, c'est souvent suite à un rapport particulier à cette chose. Soit on Mhm. ne l'a pas bien compris, soit on a eu des difficultés avec, soit on le vit intensément. Peu importe ce Ouais. que c'est, on a un rapport qui est pas, disons, normal, habituel. Et du coup, forcément, ça nous semble différent ou on a envie de transmettre cette chose-là. Donc toi, c'est quoi ton rapport aux émotions? Comment tu Écoute, vis les émotions? moi, je les vis intensément. Mhm. Je les vis profondément et intensément. Et tu sais, au niveau de l'astrologie, moi, je suis un signe d'eau, je suis scorpion. Ouais. Et puis, j'ai la lune en poisson. Donc, je suis vraiment dans les profondeurs, dans les émotions. Et je baigne dedans. Et pour moi, c'est un terreau incroyable de créativité et de création parce que les émotions ne me font pas peur. J'ai pas peur des émotions. Mhm. J'aime aller au fond, j'aime les vivre, j'aime les ressentir. Et si en composant à partir de ces émotions-là, je peux transmettre euh, une émotion, quelle qu'elle soit, ce sera pas forcément celle que moi j'aurais mise au départ. Tu vois, c'est Mhm. ça que je trouve génial, c'est que l'émotion que moi je mets dans un morceau n'est pas forcément l'émotion qui va être perçue par les personnes qui vont l'écouter. Mhm. Et je pense que à partir du moment où tu composes avec ton cœur, avec tes tripes, Mhm. avec cette émotion-là que tu as en toi, eh ben forcément le retour, donc Mhm. les gens comment ils vont percevoir ce morceau, il va se passer quelque chose. Ok, Il là va y j'aimerais que tu avoir. précises quelque chose parce que tu vois, tu me parles d'émotion et je vois pas de quoi tu parles. Tu vois ce que je veux dire? Alors je veux que non vraiment, je veux que tu me parles vraiment en des termes concrets. Voilà, quelle est l'émotion la plus vivante pour toi, ou bien celle qui te parle, ou celle dont tu fais le plus l'expérience? Parle-moi d'une émotion en particulier pour que je comprenne de quoi tu parles. Ok, alors il peut y avoir la tristesse, Mhm.
Et Euh, comment tu vis une tristesse? C'est quoi la tristesse? ah, j'aime bien les questions que tu poses. Je demande, ouais, c'est bien. Écoute, ben, moi j'ai l'alarme assez facile déjà. Et puis, j'aime la laisser monter, en fait, la tristesse. Laisser monter les larmes. Je crains pas ça. Tu vois, et au contraire, je vois le côté aussi bénéfique de laisser sortir ce flot de larmes plus ou moins intense suivant les moments. Et c'est vrai que oui, je pense que au départ, la tristesse, c'est, je pense, la première émotion qui m'a fait composer le plus. D'accord. Après, à quoi elle est reliée à plein de choses, mais il y a une tristesse qui est là. Pourtant, je suis quelqu'un de très joyeux, tu vois, c'est ça le contraste aussi, c'est de ressentir une tristesse intérieure qui, des fois, tu peux même pas forcément la nommer, tu sais pas d'où elle vient, mais elle est là. Et le fait de pouvoir après la sortir en musique, c'est comme si il y avait un soulagement parce que elle prend une nouvelle forme. Et après, est-ce qu'elle va être perçue de cette façon-là par les autres? À la limite, c'est pas important. Mhm. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir de cette émotion, au lieu de l'avoir juste laissée passer, eh ben, elle devient quelque chose. Et c'est ça le processus en fait de ma création, c'est que très souvent l'idée d'un texte ou l'idée d'une mélodie, c'est pour ça que je compose pas régulièrement par exemple, tu vois, je suis pas tous les jours en train de composer, je peux y avoir des grands moments, par exemple pendant même quelques mois où je vais rien faire Mhm. et puis tout d'un coup ça va revenir. Je laisse en fait je laisse ma créativité agir un petit peu en fonction de ses envies à elle. D'accord. Et petit à petit, il va y avoir de nouveau cet élan de créativité et toutes les émotions peut-être qui auront été vécues pendant ce moment de pause Mhm. vont pouvoir être exprimées en musique. D'accord. Donc c'est vrai que généralement, moi, ce qui m'aide le plus dans la création, c'est toutes les émotions plutôt tristes, mélancoliques. C'est ça qui va plus m'inspirer que la joie. Généralement, quand je suis très joyeuse, quand je suis hyper heureuse, j'ai pas d'inspiration. D'accord. Ok. Voilà. Parce que tu vois, ce que moi je trouve intéressant, parce que, et tu le dis aussi dans ta bio, c'est que c'est vraiment les émotions qui ont une place vraiment très importante dans ce que tu crées et justement l'authenticité. Puis tu vois, moi ça me parle beaucoup parce que c'est aussi beaucoup dans le message dans lequel je suis, tu vois, par rapport aux émotions. Donc moi je vais peut-être te partager comment est-ce que euh, pourquoi est-ce que les émotions sont si importantes dans ce que je fais? Parce que personnellement, pour moi, les émotions, c'était un malaise, tu vois. Je les ressentais très, très fort et j'avais l'impression que personne autour de moi ne ressentait les émotions telles que moi, je les ressentais. Alors, je pensais que j'étais une hypersensible, tu vois. Et c'était un problème, donc je cherchais souvent à les masquer. Ce qui faisait que j'avais l'air plutôt froide vu de l'extérieur. J'avais toujours l'air d'avoir, en fait, une humeur égale, tu vois, pas très approchable. Et c'est ce qui me coupait de mon authenticité, forcément, puisque j'essaie d'être toujours égale. Donc le fait que je mette l'accent sur l'émotion, c'est pour justement montrer des visages où l'émotion transparaît. Parce que la raison pour laquelle ça semble anormal pour une personne qui ressent fort ses émotions, c'est qu'en général, tu ne les vois pas, les émotions chez les autres. Elles transparaissent jamais, tu vois. Donc toi, quand tu les sens, quand tu es super contente, tu es super contente. Quand tu es triste, tu es super triste, en bref. Mais tu vois pas ces changements chez les gens, tu vois. Donc tu te dis, ben, il y a quelque chose qui est pas très net chez moi, on va essayer d'égaliser ça, là. Tu te prends un genre d'antidépresseur naturel à toi-même, où tout est égal, tu vois. Et donc c'est comme ça qu'en fait, l'émotion pour moi, dans ce que je fais, est quelque chose qui doit passer. Parce que mon expérience à l'émotion n'était pas la plus simple qui soit, tu vois. Donc c'est ça que j'essaie en fait d'aller chercher chez toi, c'est parce que, comment dire, parce que quand on parle d'émotions, on parle des émotions partout, tu vois. C'est un peu comme le mot amour. On voit ce mot partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ouais. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? En écoutant ce que tu viens de dire, moi, je me rends compte qu'en fait, j'ai appris à vivre mes émotions depuis très jeune. Mhm. Pour moi, c'est quelque chose d'assez normal, en fait, d'assez naturel. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je me pose pas la question. Et puis, pour moi, en fait, quand je t'en parle, c'est comme si, en fait, tout le monde pouvait comprendre ce que je disais. Ouais. Parce que ça me paraît hyper normal. En fait, quand j'étais petite, j'étais assez introvertie.
Mais au moment où mes parents se sont séparés, ben, j'ai assez mal vécu en fait le divorce de mes parents. Et ma maman m'a poussée à parler. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi, parle-moi, qu'est-ce que tu ressens? Alors au début, c'était très très difficile. Puis petit à petit, j'ai commencé à parler. Et je dirais depuis le moment où j'ai commencé à composer, parce que j'ai composé à 12 ans et mes parents ont divorcé, j'avais 12 ans. Donc finalement, tu vois, c'est la première fois que je fais le rapprochement. Et finalement, je pense qu'il y a dû se passer quelque chose là aussi. C'est parce que les émotions, finalement, ont commencé à être exprimées. Ouais. Parce que ma maman me poussait, elle me voyait triste, mais j'essayais de pas le montrer, j'essayais de pas pleurer devant mon père quand il partait, j'essayais, tu vois, de rester très... Voilà, et puis... mais après, dès que je me cachais, ben, je pleurais, j'étais triste, mais j'exprimais pas. Okay. Et ma maman m'a poussée à exprimer. Donc, en fait, j'ai appris assez rapidement à exprimer ce que je ressentais. Ce qui veut pas forcément dire que j'arrive tout le temps à le dire à tout le monde à chaque fois, hein, parce que ça reste quand même pas évident d'exprimer ses émotions et d'avoir le mot juste pour l'émotion que tu ressens. Ouais. C'est ça que je trouve vraiment pas évident. Donc, être authentique, c'est d'essayer ça aussi. Donc, moi, je pense pas que je suis quelqu'un qui arrive encore très bien à être authentique partout, mais je tends vers, je me dirige vers, parce que c'est vers l'authenticité que j'ai envie d'aller, parce que pour moi, c'est ça la vraie communication, c'est ça le vrai partage, c'est d'avoir quelqu'un qui est en face de toi quand tout d'un coup ça va pas, est capable de dire, écoute, non, là ça va pas, je me sens pas bien, j'arrive pas à savoir peut-être même pourquoi, et tu vois, d'être même authentique sur le fait que tu ne sais pas pourquoi. Ouais. Et au lieu de dire non, non, ça va. Et puis finalement, on voit très bien sur le visage parce qu'on sentait, quand tu as l'habitude d'observer un petit peu les gens, tu perçois aussi ces fameux masques. Tu te dis, ouais, attends, tu vas pas me la faire à moi. Je vois très bien le masque que tu es en train de porter, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Et je pense qu'en fait, la musique pour moi, ça a été une façon aussi d'exprimer ce que j'arrivais pas à dire avec les mots. D'accord. Tu vois, donc c'est peut-être pour ça aussi que je parle d'émotions sans pouvoir vraiment te dire des mots précis aussi sur ces fameuses émotions que j'essaie de transmettre avec ma musique. Tu viens de le faire là, tu viens de le faire. Je sais pas, là. ouais, là, parce Là, qu'en fait, mais c'est génial parce qu'en te parlant, je commence à faire des liens sur tout. C'est génial, j'adore. Mais je pense que c'est ça, tu vois, la musique, elle m'a permis d'exprimer des choses que je pouvais pas dire. Et maintenant, le fait d'écrire des textes, je commence à oser dire ce que je faisais pas avant, tu vois. Donc, il y a la musique, mais maintenant, il y a les paroles, il y a le texte, il y a le fait d'oser dire des mots qui vont vraiment être bien définis et puis les gens vont comprendre tout de suite. Ah, elle parle de ça. Ah, elle parle de ça. Alors qu'avant, avec la musique, tu pouvais laisser les gens finalement décider un petit peu de quoi ça pouvait bien parler et qu'il n'y a pas de mots. Tu vois, c'est facile. Après, tu laisses juste vivre en toi ce qui se passe. Mais à partir du moment où tu mets des mots, ça devient autre chose. Et le premier album que j'ai fait, c'était ça y est, allez, on balance les mots, on commence à oser parler. Exactement. D'ailleurs, attends, faut qu'on parle de ce premier album parce que c'est pas juste un premier album. Tu l'as autoproduit. Ouais. Bah, comme donc, d'ailleurs, le deuxième qui est en préparation, ça va être pareil. Exact. Et en plus, il y a une petite plus en plus pour celui-là. Mais sur le premier, tu t'es donc autoproduit. Et ça, c'est génial parce que tu vois, je me souviens, il y a pas longtemps, il y a peut-être un an, quelque chose comme ça, j'avais une discussion avec un de mes frères et lui, il rappe, tu vois, et il adore rapper et tout ça. Puis je lui disais, mais il le faisait pas super sérieusement, je trouvais, tu vois. Puis je disais, mais pourquoi est-ce que tu le fais pas plus sérieusement? Comment se fait-il que t'as pas une chaîne YouTube, tu sais, des choses où on peut te voir. Puis t'es ouais, non, c'est parce que faut se faire découvrir, il faut un tas de. Et alors c'est ça que je trouve génial dans le fait de ce que tu fais, c'est que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent chanter, qui veulent écrire, qui veulent publier des livres, des trucs comme ça, puis il me faut un éditeur, il me faut ci, il me faut ça. Alors c'est ça la beauté, et on sait que t'es vraiment une vraie rebelle créative, c'est que oui, tu te donnes les moyens, t'as ton rêve, voici ce que je veux faire, et ben je vais le faire, point à la ligne. Donc comment est-ce que tu arrives à t'autoproduire? Ah, bah pour le premier, je dois dire merci maman, qui m'a quand même un petit peu aidée. Ouais. Et puis après, ben tu sais, moi j'ai un studio à la maison, donc j'ai déjà pas mal de matériel en fait qui me permet de faire un bon bout du travail
à la maison. Et après, ce qui est fait en studio, ben, parce que tu sais, quand tu commences un truc depuis le début et que tu le fais en studio, ça prend des jours, des semaines, et là, ça commence à coûter très très cher. Mais quand tu as la possibilité de pouvoir enregistrer déjà une bonne partie de tes morceaux, donc tu vois, moi quand je suis arrivée au studio pour le premier album, bah, je suis arrivée avec toutes les musiques qui étaient déjà faites, avec les sons que je voulais utiliser. Et la seule chose qu'on a fait en fait au studio, enfin la seule chose, les seules choses, parce qu'on avait quand même pas mal de choses, bah, c'était tout ce qui était enregistrement de la voix. Et tout ce qui était mixage et puis peut-être transformation de certains sons pour leur donner une texture un petit peu différente ou un petit peu plus brillante ou voilà, juste changer deux trois petites choses et ensuite le mastering. Donc ça, c'est des choses qui doivent être faites quand même en studio si tu veux que ce soit fait avec un son professionnel. D'accord. Donc moi, ce que je retiens bien dans ce que tu dis là, c'est que pour n'importe quoi que tu veux faire, il faut se donner les moyens. Donc comme tu dis, si, t'as pas juste compté sur des ressources qui sont extérieures. Tu veux produire quelque chose, tu as un studio à la maison, tu vois. Moi, c'est la même chose avec Rebelle TV. Je me suis créé un studio à la maison avec ce qu'il me faut pour pouvoir faire quelque chose d'une certaine qualité. Je commence toute seule, je vais faire les choses par moi-même. C'est pas pour ça que ça doit être tout pourri et tout ce que tu veux. Puis surtout, il faut se donner les moyens pour que ce soit amusant, agréable, pour que tu aies vraiment les outils qui te donnent la sensation que tu es en train de le faire pour de vrai, tu vois. Donc ça, c'est déjà super important parce que je sais que pour toi, c'est naturel. Tu as des instruments depuis que tu es toute jeune, tu as un piano à la maison et puis tranquillement, les choses se sont construites. Tu as acheté un truc, racheté un autre truc. Mais comment dire, beaucoup de gens ne prennent pas le temps de se donner ces moyens-là, tu vois, ou d'investir parce qu'ils sont pas encore, je suis pas encore professionnelle, donc j'ai pas acheté le super instrument ou je sais pas quoi, je vais me débrouiller avec ci ou je vais me débrouiller ou je vais pas le faire et c'est vraiment le mauvais truc à faire, c'est vraiment ah, tu sais, c'est un peu genre l'excuse pour pas faire. Tu sais, c'est un peu, mais on a envie de se lancer, mais non, mais tu sais, te dire non, mais il faut être reconnu ou il faut être découvert ou non, il faut avoir du bon matos. Finalement, c'est retarder à chaque fois le moment où tu vas faire ce pas pour te lancer. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir un matériel de pro pour se lancer. Je pense que ce qui est important, c'est déjà se lancer, c'est le faire. Voilà. Essayer, même au départ avec un petit clavier pourri, on s'en fiche, mais juste d'y aller, de commencer à créer. Puis petit à petit, je pense que quand on va dans ce sens-là, c'est-à-dire quand on suit ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu sais, ce qui vibre là, ce qui te propulse quand tu y penses, je pense que quand tu vas dans cette direction-là, la vie, elle se charge du reste, tu vois. Comme on dit souvent, c'est te préoccupe pas du comment ça va se faire, mais préoccupe-toi de ce que tu veux faire. Le comment ça va venir. Et même des fois, au-delà de ce que tu pouvais même espérer pour toi, tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a des connexions, il y a des rencontres, il y a tout d'un coup, tu vas passer dans un magasin et puis le super clavier que tu avais déjà vu avant mais que tu trouvais trop cher, et ben, comme par exemple, il est à 50% parce qu'il y a une liquidation. Tu vois, c'est ce genre de choses-là, mais parce que tu as décidé de t'y faire, d'y aller, de rentrer dans ce processus de allez hop, je saute, tu sais, c'est vraiment j'ose y aller, je fais ce premier pas, et ben c'est assez miraculeux, t'as la vie qui ça se met en place et c'est assez incroyable comme processus, quoi. Non, t'as raison. Puis en fait, justement, comme tu disais, il se passe des choses auxquelles que tu pouvais pas penser pour toi, ou tu sais. Bref, la vie t'amène bien plus que ce que tu pouvais imaginer. Et toi, dans ton cas, tu lances ce premier album. Et puis, c'est quand même un petit succès. En Suisse, ça passe carrément. C'est quoi? C'est l'album suisse de la semaine en 2012. Oui, ouais, ça a été. Bah écoute, c'était assez dingue parce que, en fait, tu sais, le truc, c'est ça aussi. Quand tu travailles seul, quand tu es toi-même ton producteur, ton artiste, ton manager et tout ça, il y a aussi un truc qu'il faut bien se rappeler, se dire, c'est que si tu fais rien, il se passe rien. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est que si tu veux qu'il commence à se passer des choses,
t'es obligé de faire les démarches, t'es obligé de faire ces pas en avant. Tu le sais très bien toi aussi, hein, vu que tu gères ton truc, c'est que si tu fais pas tes vidéos, elles vont pas se faire toutes seules. Non, non. Donc moi, si je veux faire connaître aussi mon album, il va falloir que j'aille frapper au pas. Enfin, tu vois, il y a quelque chose. Et ça, pour moi, dans le premier album, ça a été ce qui a été le plus compliqué en fait, parce que toute la démarche artistique, de monter l'album, de faire le truc, ok, ça c'était facile. Après, de le faire vendre. Voilà, ça a été ça a été une étape encore à franchir. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec une coach qui est une coach d'artistes qui s'appelle Déborah Adam et qui a une page sur Facebook qui s'appelle À la vie à la scène coaching. Ouais. Et j'ai travaillé avec elle en fait pendant quelques mois et elle m'a coachée et elle m'a fait un bien fou parce qu'on a travaillé aussi tout ce qui est dans le travail de l'artiste, mais l'artiste qui doit trouver son image, parler de son message, trouver des salles pour des concerts, voilà, tout ce L'aspect côté-là. pratique, en fait, hein. Ah, Donc, on ne exactement. parle pas beaucoup en tant que créatif, hein, souvent. Ouais. Et Ouais. elle, je l'ai rencontrée, en fait, on a travaillé ensemble début 2014, donc c'est après le premier album, mais elle m'a dit quelque chose qui est vraiment resté là, c'est inscrit. C'est parce que je lui disais, mais pour moi, c'est tellement difficile de me vendre parce que je suis pas quelqu'un qui me met en avant, j'aime pas trop ça, tu sais, ce côté, ça devient vite prétentieux, tout ça. Je déteste ça, donc des fois, je préfère rien dire, mais si je dis rien, il se passe rien. Non. Pour revenir à ça, donc c'est dire que tu es obligé quand même de dire. Et elle m'a dit, écoute, c'est pas de te vendre, mais c'est faire en sorte que toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de ta musique puissent y avoir accès. Alors, quand tu le regardes par ce biais-là, tu peux pas ne rien faire. C'est pas possible. Non. C'est ta responsabilité. Tu as été envoyé sur Terre pour une raison et puis il faut que ces personnes sachent que tu es là. C'est ça. Et je passe là en plus en ce moment et ça me travaille, tu vois, parce que je suis dans ce processus-là en ce moment par rapport au projet qu'on parlera après. Mais pour revenir justement à ce premier album, oui, j'étais l'album suisse de la semaine parce que justement, j'ai osé envoyer quelques albums aux radios locales. Et puis, 3 mois après, parce que début février, j'avais envoyé ça, et 3 mois après, je reçois un mail d'une responsable de la programmation d'une chaîne qui s'appelle Option Musique, qui est une des 4 chaînes principales de la RTS en Suisse, et qui dit, voilà, votre album a été sélectionné pour être l'album suisse de la semaine, de telle date à telle date, au mois de juin, et il faut que vous veniez pour faire des interviews, parce qu'en fait, j'ai été interviewée, et cette interview a été coupée en 5 parties, et il y avait une partie chaque jour, pendant une semaine. D'accord. L'album a été présenté sur toute la semaine, et il y a une chanson de cet album qui passe encore maintenant à la radio régulièrement sur cette station-là. Un mec en carton, c'est ça? Ouais, un mec en carton, exactement. Ouais. Trop génial. Et puis là, j'aimerais maintenant qu'on parle finalement de ce deuxième album. En tout cas, pour l'instant, on parle d'un titre en particulier, qui est Insoumise. Pour lequel tu fais justement une grosse une campagne, en tout cas aussi grosse que tu puisses, ça te fait le voir. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que cette fois, non seulement tu vas le produire par toi-même, mais en plus de ça, là, tu vas vraiment chercher aussi le soutien des gens en faisant c'est le crowdfunding, si je ne me trompe pas. Exactement, où donc on peut participer parce que tu veux offrir un clip aussi à ce morceau. Exactement. Donc, d'après ce que j'ai compris, bon, c'est un morceau qui t'a, comment dire, qui sort en fait d'une expérience douloureuse que tu as vécue. Tu dis pas beaucoup de choses par rapport à ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu as l'intention de garder ça complètement mystérieux jusqu'à la sortie de la chanson? J'en touche un mot quand même dans la présentation sur le site Kiss Kiss Bang Bang, qui est justement ce site pour la collecte de fonds. Dans le descriptif, en fait, c'est la présentation du projet. Je mentionne assez rapidement la dite expérience, mais en fait, la raison pour laquelle j'en parle pas trop, c'est que j'ai pas forcément, en fait, mon message, c'est pas s'attarder sur, on va le dire, la violence conjugale. Moi, c'est pas ça mon but.
c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça. Mon message, c'est pas dénoncer la violence conjugale, c'est pas commencer à faire une campagne autour de la violence conjugale. Mais c'est de parler de ces expériences qu'on est parfois amené à vivre. Ça peut être la violence conjugale, ça peut être un abus ça peut être au niveau spirituel aussi, au niveau de la religion, ça peut être au niveau du travail, ça peut être en amitié, ça peut être dans n'importe quel contexte, si tu veux. Pour moi, ce qui était important, c'était de me dire que quand on traverse ce genre d'expérience, c'est possible de s'en sortir. Et qu'à partir du moment où on s'en sort, on peut aller vraiment... En fait, c'est comme si, pour moi, ce que j'ai vécu, moi, avec cette expérience de vie, c'est que cette expérience-là m'a donné, en fait, le courage et la force de faire mon premier album. D'accord. Parce que avant cette expérience-là, qui était en 2008 et 2009, donc avant cette histoire, j'étais déjà dans le fait de mettre ma musique sur Internet, comme on en parlait avant. Ouais. Mais j'avais pas encore ce truc de me dire allez, j'y vais, je me lance, je fais les enregistrements studio, je me trouve un nom de scène et puis je commence à voilà, je fais mon premier album puis j'essaie de me faire connaître. J'avais pas cette démarche là encore. Mais de vivre cette histoire là où j'ai vraiment morflé, ça a été vraiment difficile, où j'ai été face à moi-même aussi, où j'ai fait énormément de prise de conscience, parce que pour moi, comment dire, j'ai une façon de voir les choses aussi, où déjà je me suis pas positionnée en victime dans ce que j'ai vécu, parce que je me suis dit, mais si ça s'est passé, c'est parce que je l'ai laissé faire. J'étais dans un état émotionnel, psychologique peut-être, ou humain à ce moment-là, qui était propice à laisser quelqu'un comme ça, rentrer dans ma vie. Ouais. Et j'étais pas assez forte, j'étais pas assez confiante pour dire non. Donc c'est pour ça que je dis, mon manque de confiance, mon manque d'amour pour moi-même, mon manque d'estime a permis à cet homme-là de rentrer dans ma vie. Et de faire... d'avoir finalement ce comportement manipulateur et sur moi. Tu vois ce que je veux dire? J'entends ce que tu dis, je trouve ça un peu dur. Je trouve ça un peu dur envers toi-même, sérieusement. Ouais, écoute, ouais, je sais pas, moi je trouve pas tant que ça, parce que pour moi, je sais que c'est une façon de voir les choses que... Ça peut peut-être choquer, hein, je sais pas, ça peut peut-être interpeller, et ça peut peut-être se dire, ouais, non, mais attends, mais non, quand même, il a été méchant, nan. Non, c'est pas dans ce but-là que je dis, je trouve ça dur. C'est juste que, tu vois, tu vis une expérience de violence conjugale, donc c'est-à-dire qu'une personne abuse de toi, te fait sentir moins que rien, te domine et te démolit, et je trouve c'est difficile de dire qu'après ça, c'est parce que tu manquais d'estime pour toi, tu t'en rajoutes en fait. Ce que j'essaie de dire, laisse-moi finir 2 secondes. Ce que j'essaie de dire en fait, c'est que dans ce genre d'expérience, moi en tout cas, je sais pas, comment dire, je pense qu'on est tous passés par certaines expériences comme ça, justement, où on se fait abuser en fait par quelqu'un qui est un vrai prédateur. Et ce qui ressort pour moi, c'est juste souvent qu'on a juste besoin d'amour, tu vois. C'est par besoin d'amour qu'on a accepté l'inacceptable. Et c'est parce qu'on n'a pas réussi à se donner cet amour-là à soi-même qu'on l'a accepté de la pire façon. Donc souvent, c'est pas non plus... je pense pas qu'il faille se positionner en victime, mais il faut pas non plus devenir son propre bourreau, tu vois. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Mais... je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à l'amour, à ce manque d'amour, et que quelque part, tu manques tellement d'amour que tu vas le chercher là où en fait on t'en donne pas. On te fait croire qu'on t'en donne, mais en fait c'est des miettes, c'est des semblants, c'est tout ça. Mais t'en as tellement besoin que t'acceptes ces miettes-là, parce que voilà, c'est fort, tu vois. Donc bien sûr que j'étais aussi dans cette situation-là, avec ce besoin d'amour. Mais pour moi, j'ai eu vraiment ces prises de conscience, c'est pas sur le moment, hein, parce que sur le moment j'étais plutôt dans le besoin d'amour, donc du coup oui, tu veux m'en donner, mais même mal, mais ok, d'accord, mais vu que tu m'en donnes, mais même pas comme il faut, mais je veux parce que j'ai besoin de cet amour. Mais c'est après que je me suis dit, mais ce besoin
d'amour, il vient d'où? Tu vois, c'est ça. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi que petit à petit, c'est ça. J'ai commencé à faire ce travail qui m'amène à me dire, ok, cet amour, en fait, il doit venir de moi, de l'intérieur et pas de l'extérieur. Mais pendant longtemps, j'ai espéré que cet amour vienne de l'extérieur. Et personnellement, pour moi, et j'incite vraiment, c'est mon expérience. Les gens vont le vivre à leur façon, mais je peux parler que de mon expérience. Je peux pas parler de l'expérience des autres. C'est cet amour-là, j'ai compris petit à petit, en faisant ce travail, qu'il devait venir de moi. Et ça m'a fait prendre conscience que je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas assez. Je ne me respectais pas. Je n'avais pas suffisamment confiance en moi. Et tu vois, c'est pas que j'étais dure avec moi, c'est pas du tout ces démarches-là. Alors peut-être la façon dont je l'ai exprimée t'a fait penser ça, mais au final, je te remercie de m'avoir fait revenir sur la notion d'amour, parce que moi, je suis tellement passionnée dans mon truc, tu vois, je suis comme ça. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, cette prise de conscience suite à cette... Parce que, tu sais, la vie, elle te sert souvent le même genre d'expérience jusqu'à ce que tu comprennes. Et puis moi, je suis un peu tête dure, tu vois. J'ai des origines scorpionnes et scorpionne. Je suis scorpionne, mais j'ai des origines bretonnes et siciliennes. Donc, tu vois, un mélange, voilà. Et mon père me disait tout le temps quand j'étais petite, ma que testa dura, quelle tête dure. Et c'est vrai, je suis assez, moi je fonce, j'y vais jusqu'au bout et puis jusqu'à ce que je décide que c'est fini, tu vois. Et je pense que la vie, elle m'a amené pas mal d'expériences pour déjà me faire dire oh là, tu penses pas que... Hein, jusqu'à cette expérience-là, qui a été l'apothéose quelque part. C'est la vie qui s'est dit ok, t'as pas compris ce qu'on t'a servi avant, là on va t'en servir une bien corsée. On espère vraiment qu'après celle-là, tu vas comprendre qu'en fait, tout part de toi. Et que cet amour-là, il doit vivre en toi et il doit te nourrir de l'intérieur. Il ne doit pas venir de l'extérieur. Et après, il peut émaner à l'extérieur. Mais au départ, il est en toi. Et moi, je n'avais pas compris ça avant. Et cette expérience-là, elle m'a fait prendre conscience de ça. Elle m'a permis de réfléchir là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup. J'aime me poser des questions. Voilà, tout ce qui est développement personnel, ça me passionne. Et pour moi, c'était important de me dire, ok, bon, j'ai vécu ça, c'était horrible, j'ai cru jamais revoir, j'ai pas, tu sais, cette notion de liberté, comme on dit, j'ai cru ne jamais revoir le jour, parce que vraiment, c'était vraiment terrible. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête. Mais c'est pas au moment que ça s'arrête que t'es guéri, tu vois, il y a tout un processus après. Et c'est... Pour moi, ce qui m'a aidé pendant ce processus, c'est de me poser ces questions et de me dire, mais si je dis que je suis une victime, au final, ça veut dire que c'est toujours l'autre qui a le contrôle sur ma vie. C'est toujours l'autre qui peut diriger ma vie. Mais moi, je veux pas ça, parce que là, je viens de me faire diriger pendant presque 2 ans. J'ai compris ce que c'était que d'être dirigée par quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'était vital de retrouver ma liberté. C'est pour ça que mon premier album, il s'appelle aussi Free Bird. Tu vois, oiseau libre. C'était vraiment, il fallait que je puisse déployer mes ailes, que je puisse de nouveau voler, que je puisse, et puis respirer, tu vois. Mais pour pouvoir aussi me reconstruire, j'ai dû, parce que c'est ma nature, parce que c'est comme ça que moi j'appréhende la vie aussi, j'ai dû me poser ces questions douloureuses, parce qu'elles sont dures, hein, ces questions de te dire, mais comment ça se fait que tu as été amené à vivre ça? Ça vient d'où? Il est où le point de départ? Tu vois? Mais ça demande beaucoup de courage, parce que ça veut dire tu fais une introspection qui est pas forcément agréable, parce que ça te fait aussi aller regarder des choses que des fois tu aimerais bien laisser de côté. Mais pour moi, finalement, d'aller voir ces choses-là, c'est d'aller voir le fait que je me respectais pas, c'est d'aller voir le fait que je j'avais pas d'estime pour moi. Tu vois, toutes ces choses-là qui sont... Maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais il faut avoir de l'amour pour soi, il faut avoir ce respect pour soi, il faut avoir cette estime, parce que c'est comme ça qu'on peut
vivre, réaliser ses rêves, s'épanouir, et puis ensuite transmettre ça aux autres, partager ça avec les autres. Et pouvoir après donner cet amour aussi aux autres. Mais si tu te le donnes pas à toi, c'est compliqué de le donner aux autres parce que tu le donnes finalement pas pour les bonnes raisons. Tu le donnes pour recevoir, tu le donnes parce que tu espères avoir un retour. Exact, ouais. Et quand tu n'as pas le retour, ben ouais, mais enfin, tu vois, c'est assez complexe et en même temps c'est assez simple. Comme tu dis, c'est assez simple, ça part juste de l'amour en fait, hein, de savoir comment se donner cet amour. C'est aussi simple que ça, se donner de l'amour, se faire passer en premier, prendre soin de soi et s'aimer, c'est tout. S'aimer, s'aimer. Tu sais, se donner de l'amour, moi en même temps, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour ça? Tu sais, tu te dis, non, mais c'est donner de l'amour, ok. Mais concrètement, comment je m'y prends? Je commence par quoi? Et quand quand tu découvres qu'en fait c'est ça que tu avais besoin et que tu l'as pas fait pendant toutes ces années, ça prend du temps, tu vois, ça se met petit à petit. Et en fait, il y a une chose qui m'a fait du bien au moment où cette relation s'est terminée, c'est quand j'ai écrit le texte d'Insoumise. Mais à l'époque, je savais pas que ça allait devenir une chanson parce que ça faisait 2 ans que je faisais pas de musique. J'ai laissé la musique revenir à moi tranquillement parce que je voulais pas non plus brusquer les choses. Et puis ce texte, il m'a permis vraiment d'évacuer aussi, de sortir une partie des émotions que j'avais en moi et c'est des mots assez, c'est des phrases assez dures, enfin dures parce qu'elles décrivent vraiment l'émotion ressentie. Et en même temps, c'est un texte très universel parce que t'es pas obligé d'avoir vécu la même expérience que moi pour comprendre, pour ressentir. Il y a forcément à un moment donné une phrase ou 2 phrases qui vont vraiment te toucher en plein cœur. Mais ce texte-là, au départ, voilà, je l'ai écrit juste pour moi. En pleine nuit, je dormais pas et puis j'ai commencé à écrire. Et je l'ai appelé Insoumise parce que pour moi, c'était vraiment le fait de... Je voulais plus être sous domination, quoi. C'est hors de question, je voulais reprendre ma liberté, donc je suis une insoumise, tu vois. Sans être dans le côté rébellion et tout ça, c'est pas ça, mais c'est vraiment, ça, je veux plus le vivre. Donc il faut que voilà. Mais ce texte-là, tu vois, je l'ai écrit, puis après il a dormi. Il a dormi. Je l'ai sorti, mais de temps en temps, j'allais le regarder comme ça du coin de l'œil, mais c'était pas le moment. Donc il a dormi pendant un petit moment dans un tiroir, et puis il est resté au chaud. Et puis à un moment donné où, ça y est, j'étais prête. J'étais prête. Prête à partager, hein, prête à partager. Alors comme tu dis, c'est pas juste pour toi que que tu écris ce texte, c'est pas juste pour toi que tu veux ce clip. Et donc, tu donnes la possibilité aux autres de te suivre dans l'aventure et de participer à la création d'un clip C'est quoi? C'est plus qu'un projet, ça, non? Ouais. C'est plus qu'un projet? C'est un message? C'est un message, ouais. Tu sais, c'est la première fois que je me lance dans ce genre d'expérience parce que c'est vraiment parfois ça me dépasse, tu sais, c'est un peu étrange. Je me dis waouh, en fait, t'es en train de lancer un truc et je sais pas du tout quelle ampleur ça peut avoir, je sais pas du tout quel effet ça aura sur les gens, mais je sais que si je le fais pas, ça va pas aller. Exact. Donc je le fais avec quand même par moment un peu la peur, tu sais, qui est un peu là. Mais il faut que je me lance, quoi. Donc parce qu'il y a plusieurs choses, tu vois, c'est de parler de ce sujet, mais c'est pas le sujet de la violence, on est bien d'accord, c'est pas ça le message. Tu sais quoi, Angelina, c'est que oui, quand même, tu vois, c'est quand même ça. Ah oui. C'est le cœur du message et c'est pas toujours évident de parler d'un sujet difficile. Moi, je sais que tu sais, quand je t'entends parler,
ça me rappelle vraiment comment est-ce que je me sentais par rapport à un sujet qui est, je veux dire, tellement commun. Tout le monde vit ça, tu vois. Moi, c'était par rapport au décès de ma mère. Et pendant longtemps, je sais que ça a été l'événement, le moteur de tout ce que je fais. C'est à partir de là. Mais pendant un moment, je voulais pas en parler parce que c'était pas ça le sujet. J'ai pas envie d'attirer des endeuillés. C'est pas ça le but. Moi, c'est la découverte, la transformation, nanana. Mais tu sais quoi? La vie te ramène à ce texte parce que c'est ça le sujet. C'est ça que tu dois partager. Ça veut pas dire que tu vas attirer tous les endeuillés, toutes les femmes battues du monde, tu vois. Mais ça veut dire tout simplement que nous avons tous un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur allume quelque chose en nous. Et ce qui peut sembler tellement négatif est souvent la plus belle chose qui te soit arrivée. Et c'est ça le contraste et le paradoxe de la vie. C'est que vu de l'extérieur, on dit, mon Dieu, c'est la pire chose qu'on puisse imaginer qui puisse arriver à une personne. Et en même temps, si tu vas demander à cette personne, elle va dire, non mais tu rigoles, c'est là que je suis née. C'est là que je suis née, tu vois. Avant ça, j'étais pas née. Je suis née ce jour-là, tu vois. Donc, c'est ça le message, tu vois. Et passer autour, c'est pas lui faire honneur. Il faut vraiment... C'est ça, je suis passée à travers une expérience, j'ai été battue, il s'est passé ça, c'est la force. J'ai pas été battue, heureusement, je dirais pour moi. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Mais même quoi, tu vois, c'est vivre quelque chose dans lequel tu te sens plus exister en fait, où tu t'es plus rien. C'est ça l'impression que tu as, c'est que ta vie ne t'appartient plus. C'est ça la sensation aussi qu'on a. Et je pense qu'on peut la sentir autant dans une relation de couple que avec même au travail. Enfin, il y a avec aussi un parent aussi, je veux dire. Avec un ami, avec je sais pas je sais pas. Enfin, il y a plein de situations comme ça. C'est pour ça que je te dis, moi je veux pas. C'est mon expérience. En effet, mon expérience, elle part de la violence conjugale morale. On est d'accord. C'est ce que j'ai vécu moi. Mais mon message à moi, c'est plutôt par rapport à une expérience de vie qui t'a fait finalement te donner l'impression que t'allais pas t'en sortir, que t'allais presque mourir, tu vois. Et comme tu dis, tu parles de renaissance. Je suis née ce jour-là, à ce moment-là, après cette expérience-là. C'est ça. Et finalement, cette chanson-là, elle parle d'espoir, elle parle de délivrance, elle parle je sais pas, de force, de puissance de vie, d'amour pour soi aussi, tu vois, de se dire, ok, le fait de pouvoir aussi mettre en mots tout ce que j'ai ressenti, quelque part, ça a été un acte d'amour envers moi. Parce que je me suis reconnue dans ce que j'ai vécu, c'est-à-dire j'ai eu de la reconnaissance, tu vois, pour moi-même. Et pas, non, c'est pas vrai, t'as pas vécu ça. Tu vas pas avoir ce déni. J'ai pleinement vécu cette histoire et je l'ai pleinement reconnue en écrivant ce texte. Je lui ai donné un sens aussi à cette histoire parce que c'est terrible de vivre ce genre d'expérience, de vivre une expérience douloureuse comme ça et de te dire, mais il était où le sens? Je vis ça, mais c'est quoi le sens de ça? Tu vois. Alors après, moi, par rapport au fait que je l'ai mis en musique, c'est après d'utiliser mon art pour ça, tu vois, pour transmettre ce message. Parce que je suis une artiste, voilà, donc en tant qu'artiste, de pouvoir exprimer avec des mots, avec de la musique, ce qu'on peut ressentir quand on traverse une telle expérience et les prises de conscience aussi qu'on fait pendant cette expérience et après l'avoir faite aussi, parce que les prises de conscience elles peuvent venir pendant, mais des fois on se dit non c'est trop dur à regarder, je veux pas regarder maintenant, j'ai peut-être encore un truc à vivre dans cette histoire, tu vois, jusqu'au moment où tu te dis basta, stop, terminé, et puis tu arrives à mettre un terme, c'est là qu'après ça devient intéressant, parce que la renaissance elle commence là. Et la musique, comme on disait tout à l'heure, tu sais, quand t'es triste et puis que t'as envie d'écouter une musique qui va vraiment t'aider à exprimer pleinement cette tristesse, à pleurer toutes les larmes de ton corps, eh ben, peut-être que cette chanson-là, elle va pouvoir avoir cette aide-là pour les personnes qui en auront besoin à un moment précis.
exact. Tu vois, moi, cette chanson, quand j'ai commencé à la chanter, quand j'ai commencé déjà à faire la musique, parce que la grande question, c'était qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais composer autour de ce texte? Mm. Et en plus, elle a une particularité, cette chanson, c'est qu'elle n'est pas chantée tout le temps. En fait, je la slam une partie et je la chante une autre partie, tu vois. Et le fait, parce que la façon dont les phrases ont été écrites, il y en a certaines qui étaient assez longues et chanter des longues phrases, c'est compliqué. Il y a vraiment la façon dont tu écris une phrase que tu vas chanter, elle n'est pas écrite de la même façon que quand tu vas simplement la lire. Ok. Et là, c'était clairement un texte à lire, pas un texte à chanter. Ouais. Donc, trouver après la bonne musique. Tu vois, je suis pianiste, le piano a pris toute sa place dans ce morceau. On entend déjà un peu les accords qui accompagnent cette chanson dans les vidéos d'ailleurs. Comme ça, il y a un petit avant-goût. Et puis, les 4 premières phrases de la chanson, on les entend dans le clip de présentation sur Kiss Kiss Bank Bank. Ouais. Et on voit déjà, rien que dans ces 4 premières phrases, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais rien que ces 4 phrases, j'en avais déjà des frissons. Ouais. Donc, je pense qu'elle va toucher. Elle va toucher. Ça, c'est sûr. Moi, je pense qu'elle va toucher et puis je pense que cette entrevue qu'on vient de faire va toucher également. Je suis vraiment très contente de la manière dont elle se déroule Ouais. parce que tu rentres dans le sujet de ta chanson, tu lui donnes âme, corps et on l'a pas encore entendu, mais on a envie de savoir ce que c'est, tu vois. Tu viens vraiment de lui transmettre ton âme entièrement et vraiment, c'est vraiment cool cette entrevue. Et là, j'aimerais maintenant que les autres sachent en fait comment est-ce qu'elles peuvent maintenant participer, tu vois, au clip. Donc, tu fais une collecte donc, sur Kiss Kiss Bang Bang, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, au moment où on tourne cette interview, on est le 16 mars. Donc il reste 19 jours parce que on a déjà fixé une date de tournage qui sera tout début avril. Et la collecte, moi je voulais qu'elle soit terminée avant quand même le jour du tournage ou pile le jour du tournage, en tout cas pas après. Ouais. Donc du coup j'ai choisi l'option la plus courte, j'ai choisi 30 jours. Ce qui est quand même assez... Enfin, il faut y aller. Ah, ça, c'est mon autre chat. Je vous laisse, voilà, mon chat passe, tout va bien. Et puis en fait, donc sur le site Kiss Kiss Bank Bank, je sais pas toi si tu vas mettre un lien, mais en tout cas on trouve le lien pour arriver directement à cette page sur ma page Facebook Angel Sparks. Okay. Et en fait, donc les personnes qui souhaitent participer peuvent soutenir mon projet. En versant une somme de leur choix. Et en fait, sur la page à droite de la page, il y a une colonne avec plein de contreparties différentes en fonction de la somme qu'on décide de mettre. Donc, d'avoir son nom sur le générique du clip, d'être invité au vernissage du 2e album, de pouvoir visionner aussi le clip la veille de sa mise en ligne. Ouais. Avec un code secret, comme ça il y a vraiment ce côté aussi exclusivité, de pouvoir recevoir la chanson aussi directement sur sa boîte mail, d'avoir aussi le clip sur sa boîte mail, enfin voilà, il y a plein d'options différentes. Il y a aussi un concert privé chez vous. Voilà. Alors malheureusement pas pour les personnes qui habitent au Canada. C'est ça, exactement. Avec un vol. Mais là, j'ai décidé, je me dis, allez, j'ai laissé 500 km à la ronde autour de chez moi. Okay. Parce qu'il faut quand même pouvoir se déplacer facilement. Et puis, il y a aussi une des contreparties, ça je trouve assez génial, il n'y a encore personne qui l'a choisi. C'est je compose un morceau pour vous au piano, basé sur les lettres de votre prénom. Oh, c'est cool. Et de votre nom de famille si votre prénom est très court. Voilà. Cool, et comme ça, vous aurez un morceau personnalisé, composé rien que pour vous en fonction des lettres de votre prénom. C'est trop génial. Et puis, donc, ton site internet pour te retrouver? Oui, alors mon site internet, donc www.angelsparks, il ne faut pas oublier le S à la fin, music.com. Ok, super. Et, là, et bien sûr, on peut te retrouver toujours sur ta page Facebook. Voilà, c'est toujours Angel Sparks aussi. Oui, exactement, ouais. Super, super. Bon, c'était toute une entrevue. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré découvrir. Merci, vraiment. C'était vraiment cool. Et puis, moi, j'aime bien terminer avec le message direct. C'est le message du cœur, celui vraiment que tu portes en toi, celui qui a porté
ton besoin d'écrire, ton besoin de composer, ton besoin de transmettre, c'est quoi le message vraiment que tu cherches à transmettre dans tout ce que tu crées? Ça monte. Je m'imprègne de ce que tu viens de dire, parce que ça donne un côté très solennel, je trouve. Comme on disait avant, c'est être plein d'amour, plein d'authenticité et vivre ses émotions à fond, en fait. C'est être ami avec ses émotions parce elles sont importantes, parce qu'elles disent beaucoup sur notre vie intérieure. Et puis de dialoguer avec ses émotions, pour moi, quand on accepte ça, je trouve que c'est un magnifique cadeau. Parce qu'on peut en faire des merveilles de ses émotions. Comme créer un album. Alors, Extraordinaire, extraordinaire. Bon, ben voilà. Donc ça termine notre entrevue. Alors, Rebelle Créative, si tu as aimé cette entrevue, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres entrevues comme celle-ci, des inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Inscris-toi à Rebelle TV, puis tu recevras les prochaines directement par mail. Donc voilà, c'était Henriette Ndaka, Angela Ossino, Angel Spark. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Ciao, ciao!